Imaginons nos futurs. Les crises actuelles, telles que la crise sanitaire ou la crise écologique, rendent l'avenir de plus en plus incertain. Pour faire face à ces défis futurs, certaines collectivités s'engagent dans la prospective territoriale, non pas pour chercher à prédire l'avenir, mais pour explorer différents scénarios futurs possibles et ainsi mieux appréhender les enjeux qui les attendent. Pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est la prospective territoriale, je rencontre aujourd'hui Philippe Paoli, un architecte et directeur du bureau des prospectives qui a travaillé en 2021 avec l'agence d'urbanisme de Lille sur ce à quoi pourrait ressembler la métropole lilloise en 2051. Dans cet épisode, Philippe Paoli nous partage sa vision de la prospective et nous explique la méthodologie qu'il a mis en place pour réaliser cet exercice. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Philippe Paoli, bonjour. Bonjour. Philippe, tu es directeur, président de l'association Le Bureau des Prospectives. Sur LinkedIn, tu te définis comme un architecte spéculatif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Alors, c'est une étiquette que je me suis inventée, parce que dans le sens où je suis architecte de formation, je suis architecte des PLG, diplômé de l'école d'architecture de Nantes en 2005. Et je suis aussi artiste contemporain et illustrateur. Et en fait, comme je ne suis pas inscrit à l'ordre, et puis comme je fais surtout de l'architecture de papier, de l'architecture presque, je vais dire, politique, ça m'amusait d'avoir un mot ambigu. C'est-à-dire que spéculatif, aujourd'hui, c'est vraiment un terme que les financiers adorent, la spéculation, choses comme ça. Alors que moi, je suis quelqu'un de radical, dans le sens où radical, ça veut dire ce qui m'intéresse, c'est l'origine des choses. Et spéculatif, ça vient d'être un speculare, qui veut dire regarder les étoiles à travers un miroir. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'était d'avoir un mot ambigu qui a deux sens, un sens contemporain et un sens, je vais dire, son étymologie première. Et c'est son étymologie première qui m'intéresse. Et c'est ce qui fait que, du coup, j'arrive à toucher un public auquel d'habitude je peux pas avoir, parce que forcément, spéculation, il y en a que ça intrigue. Alors, quand je leur explique, alors il y en a beaucoup qui sont déçus, et d'autres qui sont au contraire encore plus intrigués. Donc, on va dire, c'est un terme d'appel, d'approche qui me correspond assez bien. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement du bureau des prospectives ? Qu'est-ce que vous faites dans ce bureau ? Alors, le bureau des prospectives, alors, pour l'instant, c'est quelque chose qui est vraiment en développement. C'est vraiment le tout début de cette aventure, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant dans le montage de cette chose, de cette association, c'est que c'est une association qui s'est montée en parallèle à une commande
qui m'avait été faite directement, qui était une commande pour la Dune, donc l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, et qui, il y a bientôt 3 ans, ouais, ça va faire 3 ans, est venu me chercher, peut-être même 4 ans, enfin, ça va vite, hein, est venu me chercher pour imaginer la métropole en 2050. Alors après, ça dirait un petit peu, c'est 2051. Et voilà. Et ce qui les intéressait, c'est qu'effectivement, j'avais cette casquette un peu multiple, hein, c'est-à-dire architecte, qui est capable de faire de l'illustration, d'architecture, d'urbanisme, et un peu le travail d'artiste contemporain, où mon travail d'artiste contemporain, en fait, est basé sur, enfin, est structuré essentiellement autour de la narration. La narration, et notamment ce que j'ai créé, ce que j'appelle du coup la narration spéculative, qui à chaque fois un travail d'enquête et après de restitution sous forme d'artefacts ou de peinture ou de vidéo, enfin qu'importe le support. Ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les gens que cette chose existe, alors qu'elle n'existe pas. Voilà. Justement, c'est de ce projet dont on aimerait parler, donc de Imaginons nos futurs. C'est ça que tu as réalisé avec sur le territoire de Lille Métropole. Exactement. Ouais. Déjà, très rapidement, donc c'est un travail prospectif. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends toi par prospective? Alors, c'est un travail prospectif dans le sens où c'est pas du projet, déjà. Alors, clairement, ce qui est compliqué avec Imaginons le futur, c'est qu'on est peut-être allé trop loin dans la prospective, dans le sens où par rapport à d'autres prospectives, on a produit énormément d'images. Et bon, on vit dans une société visuelle, c'est tout, il faut l'accepter. Donc, le vrai souci qu'on a rencontré lors des restitutions, c'est que en fait, les gens se fixaient sur les images et pas sur les textes qui accompagnaient les images. Alors ça, c'est peut-être en ça que notre étude pêche, mais finalement, moi, je me suis dit, mais au moins, l'image, ça crée des débats, ça fixe, c'est intéressant. Bon, alors je reviens sur ta question initiale, excuse-moi d'avoir fait une petite digression, mais en tout cas, ça a vraiment posé la question d'avoir toujours d'expliquer la différence entre prospective et projet. Et moi, j'ai une réponse toute simple. Le projet répond à une question, la prospective pose des questions. Donc, la prospective est largement en amont. Ce n'est qu'un scénario parmi d'autres qui est, je veux dire, exploité, approfondi. Mais ça cherche vraiment à poser des questions, à créer du débat pour éventuellement, après, amener à des projets. Mais on est vraiment sur des étapes d'amont. C'est pour ça que ça s'adresse. Alors, c'est dommage parce que c'est vrai que cette étude-là, à la base, s'adresse étrangement à des décideurs. Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui ont considéré ça comme des projets, ce qui fait que ça a posé quelques soucis. Mais nous, la prospective, c'est vraiment voilà. Alors en plus, il y avait la petite variante par rapport à ce que est la prospective, je dirais classique, c'est que il y avait une volonté commune, c'est-à-dire avec moi, avant qu'il y ait le bureau des prospectives, mais disons que le bureau des prospectives reste dans cet objectif-là. Il y avait une volonté commune entre moi et l'ADULM d'exploiter je dirais, le prisme de la science-fiction. Voilà. Et alors, on n'est pas vraiment allé dans la science-fiction, on est plutôt allé dans l'anticipation, j'ai envie de dire, même si l'anticipation est une branche de la science-fiction. Mais on va dire, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas non plus... on n'est pas sur une vision exacerbée du monde comme on pouvait l'avoir dans les années 80 ou 70-80 ou la science-fiction. Enfin, 30 ans, ça paraissait très très loin, alors qu'aujourd'hui, on sait que 30 ans, vu la complexité
actuelle des choses, voilà, ça reste un temps très court au final. Oui, il faut que ça reste un minimum plausible, c'est ça, en termes de futur. C'est ça. C'était ça qui était compliqué parce que, alors, en tant qu'artiste, moi j'ai une vision assez, j'ai envie de dire, pessimiste, presque dystopique. Et là, étant donné que c'est un travail de commande, et qui doit répondre aussi à un espèce de cadre politique, hein. Je rappelle que la métropole de Lille est plutôt de centre droit, quoi. Globalement, si on prend même Lille est bien à gauche, mais par contre, la périphérie est bien à droite. Il faut faire fi de cette donne-là, hein. Et c'est pas si évident que ça. Et encore une fois, dans l'exercice de la prospective, il faut éviter de tomber dans l'écueil de la dystopie ou de l'utopie. Et donc, la piste qu'on a privilégiée, c'est une piste qu'on appelle, que ça s'appelle, je ne sais plus quel est l'inventeur de ce nom-là, mais je sais que Rumpala l'a réutilisé, et Damasio aussi d'ailleurs. On parle de prototopie, voilà. Et l'idée, c'était ça un peu, c'est qu'en fait, de concevoir la métropole dans 30 ans sous forme de prototopie, de dire, bah voilà, faire un prototype d'aménagement urbain, enfin de société, d'évolution, avec effectivement aussi, ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est que on a travaillé en commun sur ce qu'on appelle le socle narratif, qui est quelque chose qui nous amène du point A, c'est-à-dire 2021, au point B 2051, et on n'est pas projeté directement du point A au point B. On a toute une somme de petites étapes qui structurent le chemin. C'est-à-dire, on a plein de petits vecteurs qui font qu'à un moment, le chemin a pris telle ou telle direction. Voilà, ça c'est important aussi. Et c'est ce qui donne aussi du plausible dans la construction, et ce qui fait qu'à un moment, on n'est pas complètement déconnecté de la réalité. Et ce qui était aussi intéressant là-dedans, et c'est pour ça que je parle de spéculare, de regarder dans un miroir les étoiles, c'est qu'aussi, il y a tout un travail d'enquête sur l'histoire du territoire, de chaque territoire. Il y a 5 territoires qui ont été choisis. Et sur les 5 territoires, on a à chaque fois, on va dire, mais c'est principalement moi quand même qui ai fait ça, c'est tout un travail d'enquête et de comment dire, de recherche, comme une espèce d'enquête policière comme ça, à se dire, mais quel est la filière, le filon, comme une espèce de... Le fil rouge? Ouais, fil rouge, mais il y a même un peu chercher la pépite, hein. Il y a un truc, chaque territoire est potentiellement une mine d'or, il faut trouver la pépite ou se l'inventer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va pouvoir tirer un fil qui va créer, j'ai envie de dire, un fil narratif, oui, effectivement, le fil narratif, le fil rouge qui tisse tous les éléments de l'enquête, et qui fait qu'à un moment, on va, dans la complexité systémique de chaque territoire, donc, parce que quand je dis complexité systémique, c'est-à-dire que oui, il y a l'urbain qui est envisagé, il y a l'architecture qui est envisagée, mais il y a la société, il y a la technologie, il y a l'économie. C'était assez complexe, hein. Je veux dire, ça reste quand même un travail qui a nécessité du temps parce qu'il fallait emmagasiner énormément d'informations. Et donc, je parle du fil narratif, et que donc, dans chaque situation, moi, je n'arrivais pas à débloquer, vraiment. Je me faisais face à des impasses, mais je pense que ça, c'est tout le problème des créatifs, c'est qu'à un moment, s'ils n'ont pas alors, dans les études, nous, on appelait ça le générateur primaire. Si on n'arrive pas à trouver ce petit truc qui fait qu'à un moment, on peut dérouler, ça ne marche pas. Et donc, alors moi, je l'ai théorisé comme étant les RTI, donc RTI étant l'acronyme de ressources territoriales inédites. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça prend quoi comme forme? Eh ben,
Si je prends l'exemple d'une des situations qui est à Wattignies, la situation est en coteau. C'est un coteau. On est en rupture de plateau. Voilà, c'est la géologie du lieu, elle est comme ça. Il se trouve que à cet endroit-là, il y a du calcaire, qu'à cet endroit-là, les paysans au 19e ou 18e commencent à creuser ce qu'on appelle des catiches, qui sont des espèces de voûtes souterraines dans lesquelles ils viennent extraire de la chaux. Et cette chaux-là sert à chauler les champs. Voilà. Et ça donne le nom au lieu, qui était Wattignies. Là, il se trouve que le quartier, le site d'étude s'appelle le Blanrier. Le Blanrier, en fait, c'est le champ blanc. Et donc, avec un travail d'étymologie, on commence à se dire, ah bah tiens, c'est rigolo. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces catiches? Parce qu'on peut pas construire au-dessus, c'est compliqué. Et puis à côté de ça, il y a vraiment des immeubles typiques de l'urbanisme des années 60-70, avec malheureusement toute la sociologie qui va avec, c'est-à-dire des gens, des fils de travailleurs immigrés de deuxième, troisième génération, beaucoup de chômage, enfin bon, des tours de 10-12 étages, voilà, et qui fait le front avec cette espèce de résidu qui ne peut être que des champs. Et donc, on a la ville et l'agriculture qui se côtoient, mais frontalement, quoi. Je veux dire, on a des tours de 10 étages qui sont face à des champs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on travaille sur la lisière. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on donne comme entité à cette lisière? Et puis, finalement, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique? Et puis, sur un article de La Voix du Nord, je vois en fait, les régions de France ont l'autorisation de produire du vin. Et donc, on se dit, ah bah tiens, ça c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, c'est intéressant. Et puis, finalement, ces catiches deviennent des caves. Et puis, finalement, le houblon devient des vignes, puisque en 2051, a priori, le climat sera à peu près celui de Bordeaux, à Lille. Enfin, si on prend les... Donc, venez vivre à Lille. Et enfin, voilà. Et puis, c'est toute une somme de petits agrégats qui font qu'à un moment... on se dit, ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et puis on commence à fabriquer finalement une espèce d'exploitation agricole, viticole, qui utilise les premiers étages des tours, avec une espèce de lisière qui est à la fois hybride, qui produit à la fois du houblon, qui permet à la fois de desservir des transports avec là ce qu'on a utilisé c'était des Skytrams qui sont à la fois des transports qui peuvent être mixtes à la fois avec de l'individu mais aussi des denrées alimentaires qui servent pour l'agriculture, enfin bon bref, du transport, enfin. Et en fait voilà, c'était une opportunité du lieu qui fait qu'à un moment finalement ça crée une ressource territoriale inédite et ça nous permet en fait de générer du projet, de générer une histoire, enfin du projet, de la prospective, on va dire. Enfin, en tout cas, un lien entre toute l'histoire qui fait qu'à un moment, ça fait sens et c'est pas du tout incohérent, même si c'est vrai que, du coup, une fois qu'on voit les images, on peut être un peu perplexe. Voilà. Donc, en fait, si je résume pour nos auditeurs et auditrices, c'est un travail de recherche qui permet de comprendre à la fois le passé et le présent, puisque tu dis que tu t'es inspiré d'un article de La Voix du Nord. Et c'est la compréhension de ce passé et de ce présent qui permet d'imaginer un futur plausible pour le territoire. C'est ça. Et même, moi, alors, c'était amusant parce qu'on a eu un vrai... J'étais assez surpris. Je connaissais pas les agences d'urbanisme. Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde de l'architecture, donc j'ai travaillé dans des agences d'architecture. J'ai travaillé chez Rudi Ricciotti, j'ai travaillé chez Mathieu pour Mathieu Poelvin, j'ai travaillé pour pas mal d'agences parisiennes aussi. Et en fait, je connaissais pas du tout les agences d'urbanisme comme ça, qui sont quand même, j'ai envie de dire, très politiques, quoi. Le président, c'est un élu de la MEL et tout ça. Donc, c'était assez intéressant. Et j'étais surpris, c'est qu'en fait, ils font pas d'enquête de terrain, enfin très peu. Et donc, moi, par contre, bon, alors c'est peut-être mon passif de l'école d'architecture de Nantes, qui était à une époque très orientée sociologique, mais moi, je suis allé sur le terrain, je suis allé interroger des gens, j'ai rencontré des associations d'histoire locale. De toute façon, moi, l'idée, en fait, c'était de restituer le futur sous forme, justement, La Voix du Nord était un espèce d'étalon, c'est-à-dire, on va faire des articles de La Voix du Nord
un peu des gros articles de La Voix du Nord avec des gens qui sont interviewés et tout ça. Donc, c'était vraiment le truc. Et puis, en fait, c'était vraiment mon approche aussi pour essayer de comprendre le présent. Enfin, ça faisait partie d'une de mes approches. Il y avait l'interrogation du passé, comprendre l'étymologie, comprendre l'urbanisme, pourquoi, qu'est-ce qui est venu là, quelles sont les différentes périodes qu'on permet de structurer les espaces et les bâtis, et surtout aussi le vécu des gens. Et me dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite étincelle dans la parole de ces gens qui va me permettre de renforcer ou de trouver le fil rouge, quoi, le fil narratif. Voilà. Donc il y a aussi ce dialogue qui était vraiment mon choix personnel, de discuter avec des gens. Et alors, je dis pas qu'à chaque fois ça a été porteur de, mais je pense que insidieusement, inconsciemment, il y a sûrement des sens. Ça a dû amener des choses, quoi. C'est évident. Ok, donc en termes de méthodologie, tu avais d'une part un travail de recherche-enquête dans des archives, j'imagine, et des ateliers, enfin des entretiens donc avec des habitants et Ouais, des acteurs du territoire. c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais de socle narratif aussi. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est ou... Bah, je crois que j'ai plus ou moins défini tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comment on passe d'un point A à un point B, d'une époque à l'autre, et puis en fait comment on fabrique le chemin et comment on arrive à fabriquer. Enfin, on pose plusieurs éléments. Par exemple, je sais plus exactement les dates, parce que mais en gros, il y a une révolte des eaux, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un vrai problème d'accès à l'eau potable. Alors, cette chose-là, évidemment, elle vient pas de nulle part, hein. Enfin, moi, je pense que depuis que je suis petit, on me dit qu'un jour, il y aura une guerre très probable à cause pour des raisons d'accès à l'eau. Alors, voilà, il y a ça. Et puis, il y a le problème des salinisations des nappes phréatiques qui commence à être de plus en plus présent, et on n'est quand même pas très, très. Enfin, on est encore un peu loin des côtes, mais Dakar n'est pas si loin que ça. Donc l'éco-anxiété, c'est vrai que c'est con, mais c'est presque un passage obligé pour passer à l'action, parce que en fait, euh, il faut se faire violence pour sortir de l'inertie de notre société actuelle. Ouais. Et, et donc, le socle narratif fait un peu violence, quoi. C'est-à-dire, il va y avoir des crises, et il va y avoir peut-être même des guerres. On n'en parle pas trop parce qu'on ne voulait pas trop tomber là-dedans. Puis en fait, on s'est fait rattraper par la guerre en Ukraine, qui est pour moi une illustration, enfin une partie de l'illustration de la guerre des ressources dans laquelle on va rentrer. Et donc, ouais, c'était un peu ça le socle narratif, c'est d'avoir une vision assez, pas dystopique, mais quand même assez Inconfortable? confortable, ouais, voilà, confortable du futur, qui fait qu'à un moment, il y a un besoin quand même de se dire, bon, malgré tout ça, on va proposer de la résilience. Voilà. C'était ça qui est important. Comment le territoire, à l'échelle locale, et en fonction de ses caractéristiques, va produire de la résilience. Voilà. D'accord. Tu disais au début que vous avez, donc j'imagine avec la métropole, vous avez défini 5 situations représentatives de la métropole. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous expliquer peut-être quelles sont ces 5 situations assez rapidement? Alors, donc, les 5 situations, c'est pas moi qui les ai choisies, c'est vraiment l'agence d'urbanisme qui voulait structurer. Enfin, en fait, c'est amusant. Alors, attends. Oui, il y a eu un livre. Ils ont, pour les 30 ans de l'agence, ils ont publié un livre qui s'appelait, je le regarde parce que je le cherche dans ma bibliothèque, qui s'appelait Ciel 30 ans. Ciel 30 ans, et c'était un livre avec des vues aériennes. Et il y avait des vues aériennes prises en 1990 et des vues aériennes prises en 2020, qui étaient juxtaposées. Et en fait, j'ai été appelé pour ça à la base. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'était de dire, tiens,
on va faire un petit add-on, un petit feuillet de 5 pages avec 5 vues aériennes qu'on va choisir dans le livre. Et puis, on va les imaginer en 30 ans. Voilà. Alors, non, mais c'est quand même intéressant de comprendre comment est née l'étude. C'est-à-dire que la commande n'est pas venue directement. Elle n'est pas, ce qui est aujourd'hui Imaginons le futur n'est pas du tout ce qui était la commande initiale. La commande initiale, c'était 5 vues aériennes en 2050 de 5 situations urbaines qui avaient été choisies par la DULM, 5 archétypes, du coup, qui abordaient un maximum des thématiques possibles dans la MEL. D'accord. Donc, la première, c'était Wemacar. Wemacar, qui est un hameau, qui est un espèce de hameau croisé au croisement de 4 communes. Ensuite, il y avait Wattignies, j'en ai parlé tout à l'heure, avec ces grandes tours typiques des UP, et puis les champs qui sont vraiment juxtaposés. Et puis ensuite, il y avait troisième situation, c'était Saint-André, qui est du coup la question du canal Seine-Nord, le futur canal Seine-Nord, donc la question de la Deule, le rapport de la métropole avec l'eau. Et quatrième question, c'était les zones commerciales. Donc, re-questionner l'avenir de ces zones commerçantes qui sont actuellement en train de décliner à vitesse grand V. Et ensuite, cinquièmement, l'hypercentre de ville, c'est-à-dire l'hypercentre de Lille, avec la ville historique, le patrimoine, réinterroger la question de la renaturation en ville. Voilà. Donc, c'était les 5 situations qu'on a choisies ensemble. Et en fait, pour la petite histoire, je dérive un petit peu, je suis désolé, hein, mais suite à cette commande des 5 vues aériennes, en fait, j'y arrivais pas. Voilà. J'ai accepté la commande, mais en fait, je vais être très honnête, pendant 2 mois, je reculais les rendez-vous. Je me dis, mais comment faire pour imaginer? Puis surtout que, en fait, quand on compare les vues aériennes des années 90 aux années 2020, enfin, même moi qui ai l'habitude de regarder des vues aériennes, même moi qui sait lire les villes, on va dire, et qui me repère très vite dans une ville et tout, là, je dis, putain, enfin, waouh, mais c'est complètement pas possible. Enfin, puis même, ça n'avait pas de sens. Et au final, en fait, je suis arrivé avec un texte, je ne suis pas arrivé du tout avec ce qu'il fallait. Je suis arrivé avec un texte A4, et puis je racontais l'histoire des gens. Et c'est finalement comme ça qu'on arrive à écrire le mieux, et c'est finalement comme ça qu'on a réussi à faire quelque chose de collaboratif, de faire de la coopération, de créer ensemble, parce que je ne peux pas m'attribuer l'étude, évidemment, non pas tout seul. C'est un travail de commande, mais c'est surtout un travail de collaboration, de coopération, de dialogue, d'échange, avec effectivement, comme je l'ai dit, des acteurs du territoire sur place, des gens qui s'intéressent à l'histoire locale, avec des fois des politiques, et puis surtout avec les gens de la DULM. Et juste, donc, pour finir, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais refaire cette étude, ou si tu refaisais un Imaginons nos futurs pour un autre territoire? Qu'est-ce que tu changerais Alors, la manière de faire? Alors, écoute, quand on a fait cette étude, Imaginons le futur, je ne veux pas dire qu'on l'a fait de manière empirique, mais on cherchait une méthode. Il y a eu beaucoup d'hésitations, alors beaucoup d'allers-retours, il y a eu des choses sur lesquelles on a un peu revenu en arrière. Mais en gros, globalement, aujourd'hui, déjà, ce que je changerais, c'est le temps. Ça a été trop long. Et je pense que le temps long, c'est bien, mais ça épuise vite les gens. Et dès lors qu'on est sur une étude comme ça, je pense qu'il faut maximum 1 an et pas 3 ans, comme ça a été le cas. Donc ça, clairement, aujourd'hui, il y a une méthodologie qui est claire, que j'ai écrite, qui est en train d'être revue avec
les nouvelles personnes qui ont accepté de m'accompagner dans ce nouveau projet. Donc ça, il y aurait le temps. Et après, beaucoup plus d'échanges avec le territoire, avec les acteurs du territoire, beaucoup plus d'échanges avec les associations. Et il me semble que la prospective est a toute sa place dans la démocratie participative. Et alors évidemment, il faut que, enfin, c'est compliqué parce que on voit déjà comment. Moi, je vis dans une petite commune dans la Melle, 8 000 habitants. Les questions du territoire, l'aménagement du territoire, malheureusement, ça concerne qu'une élite, qu'une petite élite, et c'est très dommage. Mais je pense que il y a aussi une volonté de ne pas vouloir impliquer les gens dans la concertation et dans la discussion de la vie. Or, c'est tout ce que envisage Imaginons du futur. Tout ce que pose cette question-là, c'est l'avenir de notre société. C'est finalement, il y a le global, certes, ça c'est évident, on vit tous sur la même planète, ok. Ça, j'ai envie de dire, malheureusement, je me sens pas capable d'influencer sur cette échelle-là. Par contre, sur les territoires, le territorial, le local, là, il y a tout à faire. Et il est évident que s'il n'y a pas une évolution des gouvernances, on va droit dans le mur. Enfin, ça reste mon point de vue, parce que je pense que, même s'il y a des mairies qui font très bien leur travail, hein, c'est pas ce que je dis, je pense qu'aujourd'hui, il y a un tel déni de démocratie locale, ou même globale, hein, on voit ce qui se passe. Mais le futur, c'est avec des si. Hein, avec des si, on peut tout faire. Bon, bah avec déni, on peut rien faire. Donc d'en faire une démarche un peu plus participative, on va dire. Ouais, politique, enfin vraiment qui se passe quelque chose, quoi. Moi enfin là, c'est vrai que les reproches qu'on nous fait généralement sur Imaginons le futur, c'est que ça n'a pas assez impliqué assez de monde. Malheureusement, j'ai envie de dire, si on avait impliqué trop de monde, enfin, c'est con de dire ça, hein. Enfin c'est un peu dommage, mais malheureusement c'est souvent le cas. Si on implique trop de monde, à un moment, on est sur du compromis, quoi. Et je trouve que il y avait déjà suffisamment de compromis dans le deal initial. C'est-à-dire, comment déjà faire rencontrer un architecte qui a des dérives artistiques, hein, parce que quand même, moi, je me considère pas comme un pur architecte, donc d'où le truc architecte spéculatif. Comment faire rencontrer déjà le monde de l'imaginaire, qui est le mien, avec le monde de l'aménagement urbain, qui est quand même très politique, qui a quand même son cadre. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, et ça on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'Imaginons le futur, c'est que le pari, c'était de dire, eh bien, qu'est-ce que c'est que la zéro artificialisation nette, qu'est-ce que c'est que la zéro artificialisation brute. Donc, nous, on a fait le pari du ZAB sur cette étude-là, ce qui est intéressant. Je suis même allé beaucoup plus loin, parce qu'à un moment, j'ai même envisagé le cadastre, mais en 3D. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut être la propriété privée. Finalement, il se trouve que une parcelle, par exemple, sur les immeubles, il peut y avoir plusieurs propriétaires, hein. Il y a des copropriétés. Est-ce qu'il peut y avoir des copropriétés sur des parcelles? Est-ce que finalement, au-dessus de 10 mètres, c'est pas un autre propriétaire? Enfin, ça pourrait être assez intéressant d'imaginer la ville comme ça, puisque c'est vrai que un des enjeux, imaginons le futur, c'est non plus d'imaginer la ville, parce que le problème de la ville aujourd'hui, c'est qu'elle est imaginée, elle est construite sur des plans, et le problème des plans, c'est que ça juxtapose. Or, la ville se superpose. Et donc, pour qu'elle se superpose, il faut, et pour qu'elle puisse se superposer, puisqu'on puisse
envisager, imaginer la densité qui est nécessaire aux ZAB, enfin à la ZAB, eh bien, il faut imaginer la ville de manière superposée et non pas juxtaposée. Et ça pose la question des outils d'aménagement urbain. Et en fait, ça a l'air comme ça, l'étude comme ça, pris, je dirais, ex nihilo, elle marche toute seule. Mais en fait, en vrai, dans sa construction, il y a eu une somme de, d'outils techniques, d'outils enfin, qui ont été pris en compte au-delà de l'étude, des études sociologiques, historiques, blablabla, urbanistiques. Il y a vraiment cet outil, la question de l'outil. Donc Didier, c'était aussi de dire à des politiques, bah, regardez, finalement, le ZAB, ça fait pas si peur, quoi. Pas si, Oui. Et puis finalement, désartificialiser les sols, permettre à re-questionner la ville flamande, la minéralité des villes, et finalement la renaturer, bah, finalement, c'est pas impossible, ça amène du potentiel, ça amène des choses. Enfin voilà, c'était de poser toutes ces questions-là et de faire face, de montrer des images qui auraient été, à mon avis, minorées si il y avait eu trop d'acteurs à un moment. Ok. Maintenant qu'on a cette espèce d'étalon, voilà, maintenant que cet étalon a été fait, imaginons nos futurs, c'est le début, mais il y a une demande. Non, moi j'ai envie effectivement de te développer à ça, de développer la méthode du bureau des prospectives sur plein d'autres territoires, parce que c'est absolument. Enfin, moi j'ai pas envie de dire que j'ai pris mon pied, mais si. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire le truc à plusieurs aussi. Enfin, c'est-à-dire même que le bureau des prospectives, ce qui est une association, ça grandisse. Merci beaucoup pour cette vision de la prospective qui est, je trouve, super intéressante parce que tu montres bien le lien qu'il y a avec le passé, que c'est pas du tout, comme tu dis, de la science-fiction. On imagine un futur complètement décorrélé de ce qui se passe aujourd'hui. Et tu montres que aussi ça pose la question de comment nous, on a envie de faire société localement avec tout ce que tu dis de la participation et qui est, je pense, aussi nécessaire, comme tu dis, de réinventer la gouvernance. Et ça peut également passer par des ateliers prospectifs. Avant de se quitter, on finit toujours notre podcast par un petit conseil lecture. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Alors, je savais qu'il y avait cette question-là. Alors, moi, j'ai envie de les jouer à la Mathieu Camus. J'ai pas envie de parler d'un seul bouquin, j'ai envie d'en parler plein. Mais bon, alors, ça a été très délicat. Alors, je vais en faire. Est-ce que je peux en parler de plusieurs? Mais vite fait. Oui, vite fait. Alors, vraiment, un livre qui. En fait, je me suis posé la question, mais c'est vrai, la ville, quelle est la première image du futur de la ville que j'ai eue? Et ça va être très, très idiot. Alors, je pense qu'effectivement, il y avait des dessins animés quand j'étais gosse, mais quand j'ai lu, c'était un truc que j'ai dû lire en 6e ou en 5e au collège. C'était Barjavel, c'était Ravage. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps et c'est très étonnant. Donc, il faut le relire parce qu'avec l'œil d'adulte, je l'ai très différemment. Un autre livre que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est un livre de Amitav Ghosh qui s'appelle La malédiction de la muscade, une contre-histoire de la modernité. C'est absolument incroyable. Ça parle de tout part. En fait, c'est l'histoire, c'est les débuts de la modernité. C'est comment on est arrivé au capitalisme et tout ça. En fait, tout part de l'histoire de la muscade. C'est la noix de la muscade, c'est la Voque. C'était les Hollandais en 1621. C'est l'île de Banda Bessa. Et il y a un massacre et tout. Et c'est incroyable. Justement, c'est la question de reposer la question du passé pour imaginer, comprendre les racines. Là, je parle moi, je suis quelqu'un de radical, mais radical, ça veut dire vraiment comprendre les choses à leurs racines. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui permet de réinterroger le passé d'une autre manière. C'est écrit par un Indien, donc c'est vraiment totalement différent. Et puis, évidemment, le troisième livre, moi, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, même si c'est un peu honteux, parce que je pense que tout le monde en parle en ce moment. C'est Alain Damasio, La vallée du silicium, qui est une espèce d'enquête
Donc, c'est pas un livre de science-fiction. C'est Damasio qui fait de la sociologie un peu, mais qui reste comme un romancier, qui regarde Cupertino, qui regarde les sièges de Google, qui regarde les sièges d'Apple, et qui se dit, mais comment on en est arrivé là? Et qui envisage la société, enfin, que va être la société de demain, avec les IA, les délires avec les... Il y a un moment, il y a des petits passages romancés qui sont assez exquis, notamment euh, à un moment, un punk qui se fait écraser par des voitures autonomes. Enfin, et puis ça part en sucette totale, comme c'est très bien fait. Alain Damasio, c'est hyper agréable à lire. C'est un conteur, c'est un musicien, c'est un poète parce qu'il emploie il invente enfin, il fait des néologismes qui deviennent des concepts. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vient de Baudrillard, qui vient de Deleuze. Il n'y a pas de, enfin, qui lit Baudrillard, qui lit Deleuze. Il y a pas de Foucault aussi, évidemment. Et il n'y a pas de souci à faire en se lisant ça. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire ça au bord d'une piscine avec des gamins qui braillaient autour de moi. C'était parfait. La Vallée du Silicium, c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai pas pris un livre, j'en ai pris. J'en reprends parce qu'on prend un quatrième. Je suis désolé, j'ai un peu dérogé la règle, mais j'arrive vraiment pas à choisir. Et c'est vraiment 3 livres que j'ai lus cet été en plus. Donc je pouvais en parler sereinement, sans me dire, sans faire semblant. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces recommandations. Et merci pour cette discussion très riche et très intéressante. Eh ben, merci à toi, merci à vous de m'avoir proposé ce podcast. C'était avec plaisir. Et puis pour nos auditeurs et auditrices, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.